Sur ces images, on découvre le modèle type d'une porcherie industrielle. À Feuzines, dans la région centre, une porcherie du même modèle cherche à s'agrandir. Mais cette extension n'est pas sans susciter des tensions. Feuzines, 224 habitants. Dans ce village du sud de l'Indre, le projet d'extension d'une porcherie suscite des tensions. Son exploitant souhaite doubler sa capacité de production. Pour lui, s'agrandir lui assure plus de garanties à l'avenir. Mais les habitants du village ne sont pas d'accord avec cette idée et des associations du département se sont mobilisées et les soutiennent. 2 recours contre le projet ont été déposés, dont un par l'association Indre Nature. Prix de la viande, bien-être animal, environnement et modèle d'agriculture qui s'affrontent. Ces questions opposent les différents acteurs du projet et s'appliquent aussi au reste du pays. Enquête sur ce projet qui cristallise une société en pleine évolution. Comment continuer à nourrir une population grandissante tout en respectant l'environnement? On était dans des prélèvements dans les cours d'eau. Et la production en elle-même de la méthanisation. L'intensification des choses est écologique. Et la truie est de toute façon un animal qui n'a jamais connu autre chose que l'élevage. Et entre nous, ils ne sont pas dans un état de stress ou de mal-être ressenti. Enfin en tout cas, sinon ils ne le produiraient pas non plus. Alors pareil, tous les jours, on les voit manger. S'il y en a une qui boite, on fait quelque chose, etc. Voilà. Pour avoir suivi beaucoup d'élevage en plein air, c'est beaucoup plus compliqué. Et je continue à dire qu'on n'oppose pas les systèmes. C'est juste que c'est, en termes de bien-être animal, pour le porcelet, il vaut toujours bien mieux être là qu'ailleurs. Edgar est technicien au sein de la coopérative porcine Sirio, dont fait partie l'éleveur de Feuzines. Cette coopérative comprend 543 adhérents répartis sur 39 départements et représente au total 5% des porcs français. L'activité agricole a été faite pour nourrir les gens. Et en fait, pour nourrir les gens, on va leur fournir un produit qu'ils sont prêts à acheter. Et donc ce produit, il faut qu'il soit d'une bonne qualité sanitaire, donc qu'il ne rende pas malade, qu'il soit abordable pour les gens, qu'il soit présentable et qui réponde aux attentes des consommateurs d'un point de vue présentation, et qu'il soit éthique. Et donc tous les consommateurs ne donnent pas forcément la même importance à chacun de ces critères-là. Aujourd'hui, ce qui se vend, c'est ce que les consommateurs sont capables d'acheter. En 2020, un Français moyen consommait 31,5 kg de viande de porc par an. Cette viande bon marché vient de porcheries comme celle-ci. Issue d'un modèle agricole industriel, la porcherie de Feuzines passera de 4 500 porcs à 9 000 élevés en même temps. 15 600 porcs sortiront chaque année de cette exploitation. Le but, produire beaucoup et pas cher pour répondre à la demande des consommateurs. J'avoue que c'est une logique que j'ai du mal à accepter. Enfin, je la comprends. Je comprends qu'il y ait des gens qui aient un salaire moindre que moi. Ceci dit, je n'ai pas un gros salaire. Je comprends qu'il y ait des choix qui soient faits. Mais oui, voilà, moi je mange du cochon bio, élevé en plein air. Je ne dirais pas qu'il y a de coupable et je veux pas faire culpabiliser les gens en fait, qui ne sont pas dans cette démarche parce que je pense qu'en fait, il n'y a pas vraiment de communication qui sont faites là-dessus. On est plus dans une logique de marché où on se dit on peut produire plein de porc, alors on va faire manger du porc. Moi-même, je suis fille de paysans.
Donc j'ai vu l'évolution vraiment depuis toutes ces années et je trouve ça vraiment très, très inquiétant. Et en plus, quand on lit comment s'appelle l'enquête publique, donc où il a expliqué les conditions d'élevage, mais je trouve ça scandaleux, quoi. On lit ça et on a l'impression que les cochons vivent, je sais pas, dans un hôtel 4 étoiles, quoi. Tout va bien. Ils ont même des jouets pour, comment dire, parce que les pauvres, ils ont quand même pas trop de divertissement, quoi. Ils ont un petit peu de lumière. On coupe la queue des cochons pour qu'ils se mangent pas. Ce modèle agricole industriel ne fait pas non plus l'unanimité dans le monde de l'agriculture. Et ce genre de projet, eh ben, ça coche pas du tout ce dont pourquoi on se bat. Parce que c'est pas du tout... Alors, la porcherie, elle existe telle qu'elle existe aujourd'hui. De l'agrandir, de la doubler, ça va toujours dans ce sens de industrialisation de l'agriculture qui ne crée pas d'emploi paysans, ne fait pas que le paysan en place sera mieux payé ou gagnera mieux sa vie. C'est une vision de l'agriculture où il faudrait que des grosses fermes avec des gros chiffres, mais qui bousillent tout sur leur passage. Pourtant, l'exploitant qui cherche à agrandir sa ferme à Feuzines revendique tout l'inverse. Ce modèle agricole grand format lui offre de meilleures conditions de vie à lui ainsi qu'à ses employés. Alors pourquoi il faut avoir une exploitation de taille raisonnable, je dirais, plutôt que grande ou petite? En tout cas, c'est pour que chaque exploitant puisse avoir droit aussi, comme tout le monde, à des congés, à des week-ends. Et le fait d'être 4-5 UTH sur la même exploitation permet justement cette rotation et de supporter effectivement le travail comme tout à chacun devrait avoir des week-ends, des vacances. Et effectivement, il faut un minimum de gens sur une structure pour pouvoir y arriver. Aussi la possibilité d'avoir une vie sociale correcte, voilà, de me proposer à moi, dans mon métier d'éleveur, une vie sociale acceptable et de proposer à ceux qui travaillent avec moi aussi une vie sociale acceptable. En fait, on assiste à la lutte entre deux modèles. Donc un modèle ancien qui devient obsolète, mais qui ne s'en rend pas compte, et puis un modèle nouveau qui n'a pas encore établi tous ses repères. L'extension de cette porcherie pose de nombreux problèmes environnementaux selon les associations de défense de l'environnement du département. Leur peur, voir les zones bocagères disparaître au profit de grandes cultures pour nourrir les porcs. Ce qui va associer à une porcherie industrielle de ce niveau-là, c'est le fait qu'il y a besoin de céréales. Il ne peut pas subvenir à ses besoins en termes d'alimentation. Il va donc être obligé de récupérer de l'alimentation tout autour. Ce qui veut dire que c'est la disparition du bocage qui est prévue. Une zone où il n'y a que des plaines céréalières, on voit bien que la biodiversité, elle en prend un coup. L'élevage, ça fait 6000 ans que ça existe, sans dégrader l'environnement. On peut faire de l'élevage plus extensif, avec des fermes qui tendent vers plus d'autonomie, donc produire ses propres aliments, ou avoir une autonomie locale, territoriale. Pour la coopérative agricole Sirio, cet aspect environnemental n'est pas vu du même œil. Mais par rapport à l'efficacité alimentaire et le bilan carbone qu'on peut avoir, l'intensification des choses est écologique. C'est-à-dire que le fait d'être extrêmement efficace dans tous les systèmes économiques et dans tous les systèmes de production, plus vous êtes efficace, plus vous économisez de l'énergie et meilleur est votre bilan carbone. Vous ne trouverez pas meilleur bilan carbone qu'une exploitation comme ici, entre le lien au sol, l'efficacité technique et le fait qu'on transforme extrêmement bien de l'aliment en viande. Élevage porcin et environnement sont souvent liés. Une région revient régulièrement lorsque l'impact sur la nature est évoqué. C'est le problème qu'ils ont en Bretagne. Le risque, c'est l'extension de ce modèle-là, comme ça a été fait en Bretagne. C'est le modèle breton qui se délocalise. La Bretagne, connue pour ses crêpes, son beurre, mais aussi pour ses cochons. Les 4 départements bretons concentrent 57% des porcs français, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement. À propos des algues notamment, vous allez le voir, c'est très spectaculaire. Voici venir les algues vertes. Des algues vertes. Les algues vertes. Les algues vertes. Les algues vertes. Combien l'action de l'homme peut nuire à l'environnement?
Cet impact sur l'environnement n'est pas le même sur tous les territoires bretons. À 30 minutes de Brest, à Landunvez, le village est plutôt épargné par les algues. C'est pas des grandes baies, donc la physionomie des plages ne favorise pas les algues vertes. Alors on n'a pas directement, concrètement ce problème-là, même si on peut retrouver des algues vertes un petit peu, par exemple à Port-Salle, par moment, où il y en a eu quand même pas mal à un moment donné, mais on n'a pas ce gros phénomène. Armel fait partie du conseil municipal de Saint-Renan, non loin de Landunvez, le village qui accueille l'imposante porcherie d'Avelvore. Ce qui préoccupe les habitants de Feuzines, ici, ça fait longtemps qu'on y fait face. Donc à l'état naturel, on retrouve énormément de résidus de pesticides dans les eaux, des cocktails de pesticides, dont certains sont interdits. Et au niveau de la qualité des eaux de baignade, on trouve par exemple des bactéries fécales à fort taux, ce qui fait que les plages sont fermées puisque l'ARS fait ensuite des mesures et quand les taux de bactéries fécales sont trop forts, doit fermer la plage. Le développement des porcheries est tellement généralisé que les recours sont devenus de simples formalités. Il a quand même construit son extension parce que ici dans le Finistère, en fait, même lorsque les extensions sont retoquées par le tribunal administratif, les exploitants bénéficient d'autorisations préfectorales derrière, de régularisation, qui sont quasi systématiques, qui fait que les banques n'ont pas peur de financer une exploitation qui fait l'objet d'un recours. Malgré les constructions sans autorisation, les habitants persévèrent et montrent leur mécontentement. On a décidé de monter un collectif d'action concrète pour montrer à la population qu'en fait la justice administrative n'était pas écoutée et l'État régularisait systématiquement les autorisations d'extension. L'extension d'Avelvore, pas d'accord. Donc, la première action qu'on a menée, c'était la marche le 27 août, la marche d'hommage funèbre au territoire. Donc on a enterré la justice, on a enterré la santé, on a enterré l'eau. On a demandé aux gens d'écrire leurs condoléances pour le territoire. De m'inviter aujourd'hui chez vous pour cette inauguration de la magnifique avenue des Champs-Élysées. Comme en Bretagne, les habitants de Feuzines et des communes alentours ont eux aussi créé un collectif, non à la méga-porcherie de Feuzines-Pérasset. Ils se réunissent régulièrement pour partager leurs inquiétudes. Et puis en fait, l'aliment aussi, tout l'aliment aussi. C'est la raison pour laquelle il hésiterait. Oui, c'est ça. Et je pense que ça doit être... Si lui, il ne le fait pas, peut-être que les autres vont hésiter à... Oui, c'est quand même le président de la filière porcine-riz-porc en Centre-Val de Loire, quand même. Hein. C'est pas un petit rigolo. Hein. Oui, c'est pas un... Et puis l'administrateur de la coopérative. Donc, ça... Et je ne comprends pas, on sait déjà depuis des décennies, c'est catastrophique. Ah oui. Et on continue, oui, et on trouve toujours l'argent pour une catastrophe plutôt que solution plus long terme, réparateur. La plupart des membres a émis un avis négatif à ce projet lors de l'enquête publique qui s'est tenue en mairie de janvier à mars 2022. Notre association de défense de l'environnement s'inquiète des conflits d'usage de l'eau. Consommation et pollution des eaux. Les agriculteurs, poussés à l'agrandissement par les entreprises agroalimentaires, sont dans des situations financières difficiles et psychologiquement dangereuses. Projet à l'encontre de la baisse de consommation de viande. J'ai demandé un rendez-vous auprès de monsieur le préfet dès la fin de l'enquête publique. Et j'ai fait part aussi donc, de mon ressenti à travers notre population de Feuzines et bien au-delà parce que j'ai bien eu énormément d'appels, je ne sais pas, plus de 250 appels à un moment et une cinquantaine de rendez-vous donc en mairie. Écrire nos avis défavorables
C'est un acte démocratique, accessible à tout le monde, même si on ne se sent pas trop écouté par le politique. Malgré les 97 avis négatifs, le préfet a autorisé le projet le 2 septembre 2022. Sans tenir compte de la population qui avait manifesté son opposition pendant plusieurs mois. En mai 2022, ils avaient organisé une réunion publique à laquelle ont également participé l'exploitant et ses soutiens. Le maire de la commune a fait le discours d'ouverture. Nous nous sommes procuré l'enregistrement. Je vous remercie à tous d'être venus à cette réunion. J'avoue qu'on ne s'attendait pas à autant de monde. C'est moi qui vais parler pour les prochaines 20 minutes. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Voilà donc notre salle polyvalente à Feuzines qui correspond à une capacité d'accueil de 140 personnes donc, debout. Cette réunion publique s'est déroulée ici début mai. Il y avait salle comble. Même quelques personnes étaient même à l'extérieur. Chacun s'est défendu sur ses positions, mais avec un esprit, je le dis bien, d'écoute. Et, vous savez, quand une femme dit non, c'est non. Donc en fait, on avait envie de rencontrer du monde, de parler en fait de notre point de vue, mais clairement, on l'a annoncé dès le départ, en fait, on ne voulait pas en faire une réunion publique pour débattre, on ne voulait pas faire un débat. Moi, je ne cesse de générer de l'activité économique qui va permettre à des personnes de vivre ici dans la campagne. Combien personnes? Combien s'il vous plaît? Une, deux, trois. Et après, une, deux, trois personnes. Et après, combien de personnes, s'il vous plaît? On peut savoir. nous ne sommes pas allés, je pense, au bout des informations. Les porteurs de projets, le porteur de projet et ses amis, je dirais, ont su contrer par des méthodes parfois pas très respectueuses. Maintenant, avec un peu de perspective, je me dis que c'était un peu naïf. En fait, c'était croire que c'était pas comprendre en fait qu'il y avait un vrai lobby, qu'il y avait une vraie structure en fait derrière ce projet. Pourtant, la Chambre d'agriculture de l'Indre ne se considère pas ainsi et estime devoir soutenir les agriculteurs quelle que soit la taille de leur exploitation. La Chambre d'agriculture soutient tous les types de projets quels qu'ils soient, portés par des agriculteurs et qui respectent le cadre réglementaire. Nous soutenons donc le projet de porcherie de Feuzines. La quantité d'eau disponible est un autre sujet de débat. Ces projets de méga-porcherie prélèvent de gros volumes d'eau. Celle de Feuzines prélèverait 15 000 m3 dans la nappe phréatique de la zone. On est sur Feuzines depuis 8 ans. On avait 7 mètres d'eau dans le puits quand on s'est installé. Et maintenant, si on en a 1 mètre, voilà. C'est sensible. Et ça nous est arrivé, les années précédentes, où le puits était à sec. Alors, peu importe si ça détruit tout l'environnement, personne ne se pose la question de savoir comment on va vivre dans 10 ans, dans 20 ans. Hein. Si on va encore avoir de l'eau au robinet, hein, ça, on n'est pas sûr. Avec les sécheresses à répétition, il faudrait quand même se poser la question. Hein. La première chose, c'est mon inquiétude par rapport à l'eau. J'ai un jardin et quand je vois déjà que ces derniers temps, il y a eu des restrictions, donc je me dis qu'est-ce que ça va donner à l'avenir. À la confluence entre l'Indre et la Tessonne, le directeur de la Fédération de pêche de l'Indre s'inquiète aussi au sujet de potentielles futures sécheresses. Il n'y a pas de retenue mise en place, il n'y a pas de nappes phréatiques qui sont suffisamment importantes proches de cet élevage de cochons en projet. Donc je comprends, c'est une vraie problématique qui est posée, qui peut remettre en question légitimement le projet. Fallait-il le faire à cet endroit-là? La nappe dans laquelle puise l'exploitant a tout de même été réévaluée à la hausse, passant de 470 000 à 790 000 m3. Dans le plan vague de chaleur du ministère de l'Agriculture, des mesures préventives sont indiquées.
Adaptez la conduite de votre élevage en diminuant la densité d'élevage à l'intérieur des bâtiments. Et comme mesure à prendre lors de ces vagues de chaleur, vérifiez la disponibilité en eau fraîche. Dans le cas où la densité d'élevage n'a pas été diminuée préventivement, évaluez la possibilité d'une sortie précoce des animaux. Il n'y a donc pas de réelles obligations envers les éleveurs. J'imagine mal demain qu'on puisse tolérer que cette même rivière soit à sec dès l'entrée du département, à sec et perturbée au niveau de la qualité de ses peuplements piscicoles. La loi dit, pour telle installation, pour préserver l'eau, c'est bien l'intérêt de tous de préserver l'eau. Donc pour préserver l'eau, il faut mettre telles conditions techniques. Je me suis engagé à faire ça et je ferai ça. Voilà. Après, est-ce que cette loi-là, elle est techniquement cohérente ou pas? Ça, je n'ai pas la compétence pour juger de ça. On s'assurera aussi que le plafond qu'on lui a autorisé de prélèvement soit lissé dans l'année. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que, comme il dispose d'un plafond de 14 800 m3 de prélèvement dans la nappe, il prélève les 14 800 m3 en début d'année, il les stocke quelque part et il en dispose quoi qu'il arrive. Vous voyez, parce que sinon, évidemment, on ne peut plus avoir une logique de préservation de la ressource. Donc ça aussi, ça fera partie des éléments. L'eau n'est pas seulement un enjeu pour s'occuper des cochons, mais aussi pour nourrir le méthaniseur. Après, la machine, elle a besoin de manger. Hein. C'est une grosse vache, un méthaniseur. C'est une grosse vache. Il faut lui donner à manger tous les jours. Mais d'abord, c'est quoi la méthanisation? Le concept de la méthanisation est plutôt simple. Ici, les cochons produisent des excréments qui forment le lisier. Ce lisier est mis dans une première cuve, le digesteur, avec des matières sèches et du liquide comme de l'eau. Le tout fermente en anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. La fermentation produit plusieurs gaz, du dioxyde de carbone CO2, de l'ammoniac NH3 et du méthane CH4. Le méthane est utilisé pour ses capacités inflammables. En le faisant brûler, il produit de la chaleur qui peut faire tourner une turbine et produire de l'électricité. Il peut aussi être mis sous forme de biogaz et injecté dans le réseau. Une fois le méthane obtenu, les matières organiques sont transférées dans une seconde cuve et constituent désormais le digestat. Il sera utilisé comme engrais dans les champs. Un des problèmes lors du stockage du digestat en anaérobie est qu'il émet du protoxyde d'azote, un gaz 265 fois plus impactant sur le réchauffement climatique que le CO2. Bien que 20 à 50% de la production soit du CO2, la méthanisation a pourtant un bilan de gaz à effet de serre très faible. Mais pourquoi? Tout simplement parce que seul le carbone d'origine fossile est comptabilisé. Dans le cas de la méthanisation, le CO2 est majoritairement d'origine biogénique, c'est-à-dire qu'il se trouvait déjà dans l'atmosphère avant d'être capté par la végétation qui a notamment servi à nourrir les cochons. Ce faible bilan de gaz à effet de serre permet de justifier la méthanisation comme énergie renouvelable et permet à la France de respecter la loi sur la transition énergétique de 2015 qui visait à atteindre la neutralité carbone en 2050. En plus de ces objectifs climatiques, la méthanisation permet de diversifier l'activité agricole en produisant de l'énergie. Elle apporte un complément de revenus aux agriculteurs, complément d'autant plus important qu'ils sont très dépendants du prix des matières premières et du cours des aliments. C'est une des raisons pour lesquelles Philippe Van den Broek a choisi de se lancer dans la méthanisation. C'est une activité qui est complémentaire avec la ferme. On a les cochons qui produisent du lisier. On avait la possibilité d'en retirer un petit peu d'énergie. Donc on l'a fait. Et après, ça nous permet aussi de fertiliser les cultures avec le digestat. On pouvait le faire avec le lisier, mais avec le digestat, on garde le fait de passer dans la méthanisation n'enlève aucune qualité de fertilisation, et donc du coup, ça nous permet de continuer de le valoriser sur les cultures. Dans le futur, l'exploitant souhaite proposer à d'autres agriculteurs du secteur de se relier au système de méthanisation pour créer une production centralisée.
Sylvain Gourbaud n'est pas défavorable à la méthanisation, mais il en pointe les limites. Certaines exploitations en viennent parfois à produire de l'ensilage uniquement dans le but de fournir le méthaniseur. Un méthaniseur, c'est pas problématique si c'est bien géré, mais le problème de fond, c'est est-ce qu'on on fait de l'agriculture pour produire de l'énergie ou pour produire des denrées alimentaires pour nourrir les gens? L'agriculture devient l'excuse de produire de l'énergie. Le sujet fait débat et est compliqué à traiter. Entre le dépôt du dossier de demande d'agrandissement et l'autorisation par le préfet, plusieurs mois se sont écoulés. Donc ça, c'est toute la difficulté d'un dossier comme celui-ci. C'est-à-dire qu'il y a des opposants qui ont un discours politique, qui se comprend tout à fait. On a des gens très raisonnables, qui sont sincèrement contre, qui sont soutenus en partie d'ailleurs par des élus, avec des arguments qui sont tout à fait entendables politiquement. Toute la question est de savoir si ces arguments auraient pu fonder une décision de refus du préfet. Dès qu'il se passe quelque chose dans le département, on a l'impression que c'est positif. Une initiative, quelle qu'elle soit, c'est quelque chose qui est positif. De la part des élus, qui font la pression sur le préfet, les services de l'État qui subissent les pressions également, et également la Chambre d'agriculture qui est qui fait la promotion de ce genre de choses. Normalement, un éleveur n'a pas à expliquer ça et ne devrait pas savoir ça. Moi, je le sais maintenant. Donc la loi, c'est l'autorisation d'exploiter est délivrée par le préfet et c'est ce qui est à autorité sur le site. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai toutes les autorisations pour construire. Comme c'est des engagements financiers assez conséquents, que j'ai besoin d'un partenaire banquier, que ce partenaire banquier ne prendra pas le risque de me financer tant qu'il y a des recours. Aujourd'hui, on est dans une situation où, techniquement, je ne peux pas construire parce que de toute façon, je n'ai pas de partenaire financier pour m'accompagner dans le projet. Le préfet, dans un dossier comme celui-là, il ne prend pas une décision selon son intime conviction. Donc, je ne suis pas président d'une cour d'assises, je suis préfet. Le préfet, il se fonde. Une fois que ces services ont complètement instruit le dossier techniquement, le préfet répond à une seule question qui est celle que lui pose l'exploitant. L'exploitant lui fait une demande d'autorisation d'extension de l'unité de méthanisation et de la porcherie existante. En effet, la législation sur les différents enjeux ne va pas aussi loin que les opposants le voudraient. Si vous deviez poser une question au préfet, ça serait quoi? Je voudrais demander si personnellement, il peut engager sa responsabilité personnelle en tant qu'être humain sur le fait que dans 10 ans, sur ce bassin, on aura toujours suffisamment d'eau et une eau de qualité. Est-ce qu'il faut faire évoluer le droit? Ça, c'est l'affaire des opposants et des élus qui les soutiennent, etc. Ce qui n'est pas exclu, et le jour où le droit évoluera, il faudra que la décision du préfet en tienne compte pour des projets futurs ou de remettre aux nouvelles normes le projet tel qu'il se sera développé entre-temps. Les travaux d'agrandissement de la porcherie ne pourront pas débuter tant que le tribunal administratif n'aura pas statué sur les recours. Le Crédit Agricole, soutien financier du projet, n'a pas voulu communiquer à ce sujet. Nous avons bien reçu votre mail et vous remercions pour votre proposition d'interview que nous sommes contraints de décliner. Que va-t-il advenir de l'extension de la porcherie de Feuzines-Pérasset? Bon, ça m'a fait du bien, moi. Il faudra encore attendre plusieurs mois avant d'avoir une réponse définitive. Bah voilà, c'est parfait. Coopératives, associations, riverains et élus locaux ont chacun leurs intérêts dans l'exécution ou non d'un tel projet. L'exploitant attend une décision définitive tandis que les opposants espèrent toujours pouvoir empêcher le projet d'aboutir. À partir du printemps, une commission réunira les différents acteurs concernés par le projet. Formée par la préfecture, elle surveillera de près l'avancée des travaux pour qu'ils soient conformes au dossier et à la loi.